Une large fenêtre consacrée à la célébration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimoul Rassoul. Nous irons à Mbacké Bari où le Cheikh a passé la nuit avant son départ en exil. La localité qui se situe à 60 km de Touba se modernise avec de nouvelles infrastructures. À suivre également le portrait de Serigne Fallou Mbacké, deuxième khalife de Serigne Touba, qui est à l'origine de la modernisation de la ville sainte. Reportage vacances en cette période, les daras ou écoles coraniques ne désemplissent pas. Au quartier Médina Fall du Thiès, les parents se sont constitués en association pour prendre en charge le dara, un bel exemple d'implication des parents pour l'apprentissage du Coran dans de bonnes conditions. Bienvenue à tous. Démarrons par cette visite de quelques heures du président bissau-guinéen à Dakar. Umaro Sissoko Embalo s'est entretenu avec le président Bassirou Diomaye Faye au Palais de la République. Les discussions ont porté sur le renforcement des relations séculaires entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Les deux chefs d'État ont également évoqué d'autres sujets d'intérêt commun. Synthèse Oumaning. À Dakar, le président bissau-guinéen est chez lui. La visite que le président Umaro Sissoko Embalo a rendue au chef de l'État Bassirou Diomaye Faye est donc à inscrire dans le cadre des consultations habituelles visant à renforcer les liens entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Deux pays frères unis par des liens séculaires que les deux chefs d'État s'emploient à consolider chaque jour. Comme vous le savez, c'est traditionnel que le président Embalo passe à Dakar. Pour vous montrer que Dakar, c'est mon deuxième pays. Le président Diomaye et moi, nous sommes quasiment de même génération. Donc, je suis passé les voir. On a discuté la situation de nos deux pays et concernant la situation aussi sous-régionale. Parce que vous savez qu'après les sommets de la CEDEAO qui a chargé le président Diomaye de rapprocher des autres pays frères avec la CEDEAO, on a changé la situation aussi africaine. Donc, c'est pour cela que je suis là de passage pour quelques heures au Sénégal. Et puis lui-même, à Bissau, il a réaffirmé que la Guinée-Bissau et le Sénégal, ça dépasse les relations entre des hommes. Au bout d'un entretien fructueux, les deux présidents se sont retrouvés autour d'un déjeuner marquant le cachet convivial de cette visite de quelques heures du président Embalo à Dakar. À l'issue, le chef de l'État bissau-guinéen a quitté le palais de la République. Je vous le disais, le Premier ministre a installé ce vendredi le comité de commémoration du 80e anniversaire de la tragédie de Thiaroye 44. D'éminents chercheurs composent ce comité, présidé par l'historien professeur Mamadou Diouf, des experts d'ici et d'ailleurs qui se chargeront des travaux nécessaires à la manifestation de la vérité sur les faits et les conséquences liées au massacre des tirailleurs sénégalais au Mans à Ramdawa. Thiaroye 44. Un 1er décembre tragique et sombre. 80 ans que la vérité tarde à se manifester sur les circonstances du massacre, sur les victimes réelles. Ces chercheurs sont commis pour faire la lumière sur cette page sombre de l'histoire. Il appartiendra donc d'aller plus loin dans la manifestation de la vérité pour que justice soit rendue et que les leçons de cette tragédie soient pleinement intégrées dans notre conscience collective. Ce sont des experts nationaux et étrangers qui sont à l'œuvre pour ce travail de justice et de mémoire. Quelques noms: Mamadou Diouf, Armel Mabon, Lazare Kizerbo, Rokhaya Fall, Felwine Sarr. Des représentants également des ministères, des institutions de la République et de la société civile. Nous mettrons en place 2 commissions. La première, chargée du rétablissement des faits, aura pour mission de rassembler les preuves, les témoignages, les documents pour comprendre pleinement les événements tragiques de Thiaroye 44. La seconde, dédiée à la question mémorielle, à la commémoration et aux réparations, devra proposer des actions qui honoreront la mémoire des victimes et sensibiliseront
les générations futures. Je rappelle qu'en 2017, le président Hollande avait annoncé que la France a remis des documents d'archives extrêmement importants au Sénégal. Il y a 3 ou 4 jours, le président de la République m'a appelé pour me confirmer la disponibilité de ces archives au niveau des archives nationales. Professeur Mamadou Diouf préside le comité de commémoration. L'historien de Columbia University annonce un travail intellectuel dense. Nous pouvons vous assurer, Monsieur le Premier ministre, que nous conduirons la mission de manière satisfaisante pour lancer une aventure permanente au service de l'institution d'une bibliothèque africaine, de commentaires africains, d'archives, au service d'une conscience enracinée dans l'histoire et d'une pédagogie au service du panafricanisme. Notre souhait, c'est que, quel que soit le niveau d'instruction d'un Sénégalais, qu'il puisse être connecté à ces aspects historiques, dépouillé de tout esprit de haine ou de revanche. Le comité se chargera de proposer le cadre et les modalités de commémoration de Thiaroye 44. C'est ainsi, sous le signe du rétablissement historique des faits, que se tiendra ce 1er décembre 2024, le 80e anniversaire de la tragédie. Les chercheurs du comité sont essentiellement connus pour leurs travaux sur la tragédie. Ils soulignent leur vive émotion face à ce chantier de rétablissement des faits qui leur est confié. Nous écoutons les professeurs Ariel Mabon et Mamadou Diouf au micro d'Aram Dawa. Ça fait à peu près 30 ans que je me pose des questions sur ce massacre de Thiaroye, avec 10 ans de combat contre l'État français, afin que je puisse avoir les archives pour continuer la recherche. Je suis émue parce que depuis 10 ans, j'étais intimidée parfois. On m'a pas facilité la tâche en France, en tout cas pour mener à bien mes travaux. Et puis je regrette que le ministère des Armées en France dise toujours ces archives n'existent pas, n'existent plus, sont détruites, ont été perdues. Ça ne nous permet pas d'avancer sur cette connaissance. Et puis, je tiens aussi à signaler que ces hommes qui ont perdu la vie à Thiaroye ou qui ont été condamnés à tort pour un crime qu'ils n'ont pas commis, nous leur devons le plus grand des respects. Et c'est pour ça que je suis assez émue parce que en 2014, il y a eu le 70e anniversaire qui a été organisé par la France. Ça a été comme une mascarade. Et là, le 80e anniversaire, c'est comme un retournement. C'est-à-dire qu'en fait, nous allons pouvoir danser, comme dans le poème de Fodéba Keïta, danser parce qu'il va se passer des choses importantes. Ce que la commémoration de Thiaroye 44 nous permet, ça nous permet de retourner à une histoire qui est aussi l'histoire d'une communauté qui n'est pas contenue dans les frontières coloniales, mais d'une communauté plus large, qui est la communauté ouest-africaine, qui est la communauté des Africains jusqu'au Cameroun, qui ont participé comme tirailleurs sénégalais aux guerres, qui sont des guerres européennes. Donc ce que ça veut dire, commémorer ici, c'est se fabriquer son histoire pour l'avenir. Parce que l'histoire, c'est l'avenir. Vous n'êtes pas mort gratuit, ainsi parlait Léopold Sédar Senghor dans son poème intitulé Thiaroye. 80 ans après le douloureux événement, la question reste entourée d'ombre. Thiaroye 44, mort pour qui et pourquoi? C'est une chronique signée Oumar Diawa. En décembre 1944, on était en droit de dire le sort en est jeté. La France pouvait s'en sortir sans le soutien vaillant de cette chair à canon venue de l'Empire. Maintenant que les débarquements alliés avaient réussi, maintenant que la libération était proche, on songeait à se séparer de ces soldats à peine considérés comme tels par une mère patrie qu'elles avaient déjà secourue en 14, dans l'angoisse des tranchées où la mort rôdait sans cesse. Ces tirailleurs rapatriés des terres glacées et enneigées, rougis de leur sang, attendaient de rentrer à la maison, au Dahomey, en Haute-Volta ou au Soudan français. L'escale de la capitale de l'AOF, c'était juste pour de la paperasse, mais surtout pour encaisser l'indemnité de démobilisation. On leur avait promis que les paras allaient sauter sur Dakar pour dire que l'argent ou les miettes leur seraient versés là-bas. C'est donc la tête remplie d'espoir d'espèces qui débarquent pour ensuite être parqués à Thiaroye, lointaine banlieue à l'époque. Les choses traînant dans leur rang, des bruits de bottes montent. Le commandement réprime avec une extrême violence ce qui sera qualifié de mutinerie.
On ne saura peut-être jamais qui a tiré. Et si c'était une action fratricide? Combien sont tombés ce jour de trahison peu glorieux pour une France amnésique d'une dette? Fer de lance de la conquête, ils ont plus défendu, obéissant, contré et forcé les intérêts de la métropole où pourtant ils ne figurent que peu dans les livres d'histoire. Les derniers d'entre eux vivent d'une modique pension longtemps gelée au crépuscule d'une vie de tourments, de désenchantement et de paradoxes. Autre aspect de l'actualité, signature d'accords entre le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau. Ces trois États veulent promouvoir de nouveaux mécanismes de coopération. La première rencontre tripartite s'est ouverte à Dakar. Durant 2 jours, des experts venus de ces 3 pays se penchent sur les mécanismes en vue de renforcer leur coopération dans des domaines comme l'agriculture, le commerce et l'élevage. Maman Moussania. Dakar, Banjul et Bissau, une coopération triangulaire. Un marché d'environ 23 millions d'habitants et qui a besoin d'un nouveau souffle, ce qui est symbolisé par la signature de nouveaux accords. Dans le domaine de l'agriculture, pour renforcer les efforts de souveraineté alimentaire au sein de notre pays. Renforcer aussi nos potentialités et renforcer le développement de l'élevage et l'accès aux ressources animales dans notre zone et à l'exportation aussi. Durant la rencontre de 2 jours, les participants se sont attelés à l'avènement de nouveaux domaines de coopération tripartite, conformément aux réalités imposées par l'espace naturel d'intégration qu'est la Sénégambie méridionale. Ça relève d'une volonté politique forte. Nous devons servir d'exemple, de tête de pont pour l'intégration africaine. Si ces 3 pays n'arrivent pas à être unis, ce n'est pas demain la veille pour l'unité africaine. Des domaines prioritaires comme la pêche, les infrastructures sont également au menu de cette rencontre de Dakar. On essaie de profiter pour que nos populations puissent circuler librement dans l'espace de nos 3 pays, pour que nos entrepreneurs puissent aussi se partager le marché de façon absolument libre, que tous les moyens qui sont mis à la disposition du développement économique soient profités de la meilleure façon. Au finish, la mise en place d'un mécanisme innovant est envisagée et une dynamique pragmatique sera expérimentée dans les relations entre ces 3 pays frères. Et puis, c'est historique. Le Sénégal vient de mettre en orbite son premier satellite. Le lancement s'est déroulé en Californie, aux États-Unis, sur la base de lancement de la société SpaceX. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a dirigé la délégation sénégalaise venue assister à ce lancement qui marque la souveraineté spatiale du Sénégal. Notre pays entre ainsi dans le cercle restreint des États qui disposent de leur propre satellite. Nous y reviendrons certainement avec nos envoyés spéciaux aux États-Unis, Mamadou Lamine Salam et Seydina Lunfal. La plateforme Déclaration Média au Sénégal a été officiellement lancée ce matin par le ministre de la Communication et des Télécommunications. C'est un instrument dont l'objectif est d'encadrer et dynamiser le secteur des médias, le fonds d'appui et le développement à la presse, les dettes fiscales et les conditions de vie et de travail des acteurs sont entre autres sujets évoqués lors de la rencontre avec la presse d'Yenabadia. Désormais, toute entreprise de presse au Sénégal se doit d'être inscrite sur la plateforme Déclaration Média. À travers cette initiative, l'État veut plus de visibilité dans le secteur. Il y a un besoin de restructurer les entreprises de la presse afin de les aider, afin de les rendre plus autonomes et plus viables. La cartographie des médias en 2023 révèle en presse écrite 50 organes quotidiens, hebdomadaires et mensuels, 150 sites d'information en ligne, 300 radios privées, commerciales et communautaires et enfin 35 télévisions TNT gratuites. Mais ces organes ne sont pas tous en conformité avec la loi 2017-27 du 13 juillet 2017 portant Code de la presse. Le travail de conformité avec la réglementation va faciliter la politique d'accompagnement de la presse par l'État, comme l'aide à la presse où l'on note des disparités dans la répartition. À partir de 2012 jusqu'à 2021, nous sommes passés de 700 millions à 1,4 milliard en 2021 et en 2022 et 1,9 milliard en 2023. Nous avons constaté qu'il y a une disparité
Nous ne pouvons pas allouer l'aide à la presse pour l'année 2024 sans au préalable faire le bilan des années précédentes, notamment celle de 2023 où nous avons constaté des irrégularités dans la distribution des fonds. La situation précaire des travailleurs de la presse a aussi fait l'objet de discussions avec en appui le rapport établi par la Convention des jeunes reporters. Par exemple, sur les contrats de travail, 26% des travailleurs ont un contrat. S'agissant du contrat de travail, 26% des travailleurs n'ont pas de contrat. C'est un fait qui mérite une journée sans presse. Et parmi eux, 62% n'ont pas de contrat de façon formelle. En tout cas, ils ignorent avoir un contrat de travail parce que ont travail. Les dettes fiscales des organes de presse sont aussi passées au peigne fin. Ça n'a rien avec la communication. Les patrons de presse ont un problème avec le fisc et non avec le ministère de la Communication. Je pense qu'on fait fausse route. Pour finir, le ministre a évoqué les contenus des médias qui doivent davantage répondre à nos valeurs socio-culturelles. Des réflexions seront amorcées pour l'effectivité de ces défis, des programmes. Et au chapitre santé, elle est déclarée urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé, la variole du singe ou monkeypox. L'épidémie est présente dans plusieurs pays d'Afrique. Aucun cas n'est signalé au Sénégal, mais l'alerte est sonnée depuis 3 mois. Fanta Badji nous fait le poids. Elle est aux abords du Sénégal, la variole du singe. La maladie infectieuse et contagieuse est signalée en Côte d'Ivoire et dans plusieurs pays d'Afrique, avec des chiffres alarmants. Aujourd'hui, la RDC, par exemple, c'est une maladie qui est préoccupante, avec plus de 15 000 cas et de 537 cas de décès. Au Nigeria, elle est signalée, en Côte d'Ivoire ou ailleurs, en République centrafricaine également. Identifiée pour la première fois en 1970, monkeypox ou variole du singe est réapparue il y a 3 ans en Afrique centrale. Depuis cette date, le Sénégal est en alerte. Le Sénégal l'a mis dans les maladies sous surveillance. Les maladies sous surveillance, comme et les maladies à potentiel épidémique. Elle est donc prise en ligne de mire. Nous avons dès lundi une réunion d'urgence par rapport à l'élaboration d'un plan de riposte. Déclarée urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé, les autorités sanitaires rassurent la population. Les mesures de surveillance seront renforcées. Au Sénégal, nous avons encore 0 cas pour l'instant, mais c'est une maladie qui aujourd'hui prend une allure épidémique. La variole du singe se caractérise par des éruptions cutanées accompagnées de fièvre et de douleurs musculaires. Elle est causée par un virus transmis à l'homme par des animaux infectés. La variole du singe se transmet également entre personnes. Et ce dimanche, la rubrique santé revient sur les aspects cliniques de la variole du singe et plus en détail sur le dispositif sanitaire mis en place par les autorités sénégalaises. Et nous reparlons de cet accident de la circulation sur la route de Diourbel à hauteur de Ndoulo. Bilan, 9 morts. Une collision entre un camion et un véhicule de transport est à l'origine de cette tragédie. Les victimes sont prises en charge dans les hôpitaux de Diourbel et Touba. Abibou Mbaye a joint au téléphone le directeur de l'hôpital de Diourbel. Nous écoutons Bokar Sow. Dans le véhicule, c'est un véhicule de transport en commun qui transportait une vingtaine de personnes. Sur le champ, on a annoncé 23 victimes. Pour les 23 victimes, il y a 17 qui ont été ramenés à Diourbel et les 6 ont été ramenés à l'hôpital de Fawzeyni. Pour le bilan, quand on a reçu 17 victimes à Diourbel, sur les 17 victimes, il y avait 6 dépôts de corps. Donc, 2 décès à l'arrivée, ce qui fait un total de 8 décès aujourd'hui à l'hôpital de Diourbel. Donc, les corps ont déjà, tout a été fait pour les corps. Et les parents sont en train d'enlever les dépouilles. Pour le reste, il y avait 9 à prendre en charge. Parmi les 9, on a évacué 1 à l'hôpital Amadou Khadim hier. Donc aujourd'hui, il nous reste 8 à prendre en charge au niveau de Diourbel. Concrètement, il y a eu 9 décès. Les 8 décès sont trop à Diourbel et 1 décès à l'hôpital Fawzeyni.
prudence sur la route avec le Grand Magal de Touba qui se prépare activement. 800 millions de francs CFA en appui aux hôpitaux de Touba pour le Magal. À quelques jours de l'événement, le ministre de la Santé s'est rendu dans la ville sainte. Dr Ibrahim Assi est allé s'enquérir du dispositif sanitaire mis en place pour une prise en charge sanitaire des millions de fidèles attendus pour cet événement religieux Ramatadem. Le ministre de la Santé, Ibrahim Assi, en visite à Touba, accueilli par le gouverneur Ibrahim Fall. Il s'est rendu à Ndamatou, établissement public de santé de niveau 1, au centre de santé de référence de Darou Khoudoss, à l'hôpital Matlaboul Fawzeni, où un équipement moderne est mis à la disposition des populations pour ce Magal, à l'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim, où tous les services seront fonctionnels lors du Magal, afin de permettre aux fidèles de bénéficier de consultations dans toutes les spécialités. J'ai été vraiment séduit de voir qu'on a ce type d'infrastructure hospitalière au niveau du Sénégal. Et saluer après l'engagement du personnel de santé. Moi, je sais qu'ils sont très, très mobilisés, ils sont très dévoués et ils sont au service de la population. Peut-être c'est lié à leur environnement, c'est l'environnement d'Indigal, qui fait que je trouve qu'ils travaillent même beaucoup. Et le gouvernement, dans son ensemble, le président de la République, le Premier ministre, leur en sont vraiment reconnaissants. Tout ceci est réalisé grâce à une enveloppe de 800 millions de francs CFA débloquée pour le Magal 2024 par l'État pour appuyer les hôpitaux, en plus de la caisse d'avance qui s'élève à 162 500 000 francs CFA. Donner un coup de pouce pour gérer les problèmes liés au Magal, mais gérer aussi les problèmes qui vont survenir après le Magal, parce qu'on sait que les hôpitaux sont quand même confrontés à des problèmes budgétaires, et surtout au niveau de cette zone-là où la population polarisée est extrêmement importante. Le ministre de la Santé s'est rendu au service d'hygiène également, qui depuis le 28 juillet effectue des opérations de saupoudrage et de désinfection. Un dispositif salué par Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, porte-parole du Khalif, qui a reçu le ministre de la Santé au nom du Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Il a également formulé des prières à l'endroit du ministre de la Santé de sa délégation pour un Sénégal de paix. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a été également à Touba pour voir l'état d'approvisionnement du marché à une semaine du Magal. Oignons, pommes de terre, sucre, huile et riz sont disponibles en quantité suffisante et à des prix abordables. Le porte-parole du Khalif se réjouit de cet état de fait. Le ministre Serigne Gueye Diop veut que Touba soit autonome en denrées dans les années à venir. Il annonce la création d'agropoles et d'une zone industrielle. Aram Touré. Du marché Ocas au marché Mambinta, en passant par le marché Garbundao, le ministre du Commerce a constaté de visu le niveau d'approvisionnement dans la perspective du Grand Magal. Il faut reconnaître que la quantité d'oignons est suffisante aujourd'hui, la quantité de pommes de terre est suffisante. Nous avons privilégié la production locale. Parce qu'avant, au même moment à Touba, l'année passée, le sac d'oignons était aux alentours de 14 000, 20 000, 22 000. Aujourd'hui, le sac d'oignons est à 8 000, 8 500. Une baisse très appréciée par le porte-parole du Khalif général des Mourides. Cette mesure sera bien accueillie par les pèlerins. Je n'étais même pas au courant de cette baisse. C'est une très bonne nouvelle, surtout pour les plus démunis. Le Magal, c'est une affaire de tous. Dr Serigne Gueye Diop a aussi demandé aux autorités locales de continuer à faciliter l'accès de Touba aux gros porteurs pour qu'il n'y ait pas de rupture de stock. J'ai demandé au gouverneur, au maire de s'assurer que ces camions puissent venir, même si c'est la nuit, pour ne pas s'arrêter justement à la porte et ne pas pouvoir venir s'approvisionner Touba. L'ambition du gouvernement est de doter la cité religieuse d'une zone industrielle. Faire en sorte que dans les zones comme Gabou, qu'on puisse créer des zones économiques spéciales pour fabriquer du savon, fabriquer de l'huile, fabriquer beaucoup de produits qu'on importe aujourd'hui. Touba doit être autonome dans une large mesure en matière de produits de consommation. La mise en place de ces unités contribuera à la création de 300 000 emplois. Chaque année, ce sont 5 millions de personnes qui se rendent dans la ville sainte. Près de 300 milliards sont générés sur le plan économique.
Et l'ADER lance un nouveau produit, Wadial Magal, 294 projets financés pour un montant global de 250 millions de francs CFA. Objectif, permettre aux jeunes et aux femmes de saisir les opportunités du Magal. La directrice générale de l'entrepreneuriat rapide, Aïda Mbouch, s'est rendue chez le Khalif général des Mourides, Anne-Marie Gomis. C'est en compagnie des équipes de l'ADER que la directrice générale de la délégation à l'entrepreneuriat rapide, Aïda Mbouch, a effectué une visite de courtoisie auprès du Khalif général des Mourides à l'occasion du Grand Magal de Touba. Une première pour la structure depuis sa création il y a 6 ans. On nous a assigné une mission importante, les 2 poumons de la vie sénégalaise, que sont les femmes, mais aussi les jeunes. Nous avons prié, nous avons sollicité des prières pour que l'inclusion sociale des jeunes soit effective, pour qu'il y ait une bonne autonomisation économique des femmes. Et que je pense qu'avec ces 2 prises en charge, nous pourrons valablement dire qu'aujourd'hui nous sommes au cœur de la famille. Occasion saisie par la directrice générale de l'ADER pour annoncer le lancement d'un nouveau produit. Wadial Magal, à travers lequel la DO a financé 294 projets pour un montant de 250 millions. C'est pour permettre aux jeunes de cette localité, de la cité religieuse, de saisir les opportunités du Magal et de pouvoir se développer avec un différé de 3 mois et payable sur 15 mois. Le projet sera étendu à d'autres foyers religieux, rassure Aïda Mbouch, pour permettre et rappeler aux jeunes et aux femmes qu'il est possible de rester au pays et de travailler pour le développement du Sénégal. L'autorité de régulation des télécommunications et des postes mobilise les opérateurs pour assurer une bonne qualité de service et de connectivité durant le Grand Magal de Touba. La RTP veut garantir une interaction de qualité aux millions de pèlerins attendus dans la ville sainte. Ousmane Doye. À quelques jours de la célébration du Grand Magal de Touba, l'Agence de régulation des télécommunications et des postes se déplace dans la ville sainte. Une manière de s'enquérir de dispositions spéciales prises pour cette édition pour assurer à tout pèlerin une connectivité sans faille. D'un coin à un autre, la délégation s'est rendue chez les opérateurs. À événements spéciaux, dispositifs spéciaux. Et cette année, des innovations seront introduites pour assurer à tout pèlerin un confort dans la connectivité. La RTP à la pointe du progrès, la RTP dans un souci majeur d'assurer à tout pèlerin une connectivité sans faille, c'est aussi des infrastructures qui sont passées en revue. Et pour s'élancer sur le rythme du Magal, l'agence de régulation des télécommunications et des postes s'est rendue chez le Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Ici, il faut recueillir prières et bénédictions pour faire de ce Magal un Magal zéro faille en termes d'accès correct à Internet et une connectivité de haute qualité et en phase avec les attentes des millions de pèlerins attendus à cet événement qui aura un impact, certes international, mais qui aura un impact fort probable sur le développement des télécoms et du digital. Yoff dispose désormais d'une nouvelle résidence dédiée à Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. C'est un immeuble de 2 étages ouvert à toute la Oumma islamique. L'infrastructure est financée sur fonds propres par le représentant du Khalif général des Mourides à Yoff, Cheikh Mansour Diouf. Et c'est Dom Sielle qui nous en parle. Ce bâtiment de 2 étages, construit somptueusement ici à Yoff, est composé de 6 appartements, bien équipés avec toutes les commodités. Il est réalisé sur fonds propres par le représentant du Khalif général des Mourides à Yoff, Ngor et Ouakam, Cheikh Mansour Diouf, et est dédié à Cheikh Ahmadou Bamba. La résidence Cheikhoul Khadim de Yoff honore toute la communauté. On se rappelle, il fut un temps, les Mourides ne disposaient pas de locaux à Yoff. Nous remercions Cheikh Mansour Diouf pour cette belle initiative. Ici, on récite quotidiennement le Coran et des Khassaïd. La résidence Cheikh Ahmadou Bamba de Yoff ouvre ses portes pas seulement à la communauté mouride, mais à toute la Oumma islamique. C'est un lieu d'accueil et d'hébergement où se tiennent des cérémonies religieuses. Le Seigneur Mourtada daan wax bu daan inauguré Kër Seigne Touba radiyallahu anhu à l'étranger. Nous allons dire la même chose que ce que disait Serigne Mourtada Mbacké quand il inaugurait des résidences Khadim Rassoul. Ces lieux sont dédiés à l'islam et la résidence ouvre ses portes à toute la Oumma, toute confrérie confondue. Et vous savez quoi, la prise en charge est gratuite.
Pour l'entretien correct du bâtiment, les fidèles s'engagent à s'en occuper afin d'améliorer le cadre et l'accueil. Cette résidence est dédiée à l'islam. Il est de notre devoir, en tant que femmes, d'assurer l'entretien. Nous allons quotidiennement y veiller pour rendre les lieux propres et accueillants. La résidence Cheikh Ahmadou Bamba de Yoff est une parmi des dizaines construites au Sénégal et ailleurs. Partout dans le monde, on retrouve des maisons et villas dédiées aux fondateurs du mouridisme. Elles servent de lieu d'accueil, d'hébergement et de rassemblement religieux ouverts à toute la Oumma islamique. Direction Mbacké Bari, le point de départ pour l'exil du fondateur du mouridisme. La localité située dans le Djolof est un musée à ciel ouvert. Sur place, la case où Cheikh Ahmadou Bamba Khadimoul Rassoul a passé la nuit avant son départ attire de nombreux visiteurs. Ce village qui a été rayé de la carte par l'administration coloniale se modernise avec de nouvelles infrastructures socio-économiques. Salut Seik. Mbacké Bari, dans le département de Linguère, à 10 km de Dara Djolof. Cette cité religieuse a été fondée par Mame Maharam Mbacké, arrière-grand-père de Cheikh Ahmadou Bamba. Elle est considérée comme le point de départ de l'exil du fondateur du mouridisme. Il avait préparé le voyage ici, en compagnie de plusieurs disciples. Cheikh Ahmadou Bamba s'y est installé sur instruction du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qu'il a vu en rêve. C'est un village fondé par Mame Maharam Mbacké. Il a quitté ici le 10 août 1895 pour le départ de son exil. Aujourd'hui, Mbacké Bari a changé de visage. Ici, tout a été reconstruit. La mosquée, la maison et la case dans laquelle le saint homme avait passé la nuit avant son départ. En préparant son exil, Serigne Touba était seul dans cette chambre pour adorer Dieu. Cette chambre a été repérée en 1963 par Serigne Fallou Mbacké, après l'incendie provoqué par l'administration coloniale pour détruire le village. Serigne Touba a écrit sa xasaïd. Il s'est protégé ici grâce à ses écrits. Ce village avait été rayé de la carte à la suite d'un incendie provoqué par l'administration coloniale. Ce n'est qu'en 1963 qu'il a été réhabilité par le deuxième khalife de Serigne Touba, El Hadji Fallou Mbacké. Aujourd'hui, Serigne Cheikh Djorel Mbacké occupe le califat de Mbacké Bari. Il perpétue l'œuvre de ses prédécesseurs. Ce village était créé pour adorer Dieu et participer à l'enseignement des disciples. Avec la recommandation de Serigne Fallou et de notre père Cheikh Thioro, nous perpétuons cette œuvre. Nous avons créé un dara et une école franco-arabe. Nous souhaitons avoir un dara moderne pour former davantage les disciples. Nous voulons un autre forage pour mieux alimenter la zone en eau potable. Nous souhaitons disposer d'infrastructures nécessaires pour le développement de notre cité religieuse. Et nous sommes optimistes avec le début des travaux initiés par les nouvelles autorités pour faciliter l'accès à Mbacké Bari. Des réalisations qui devront accompagner cet élan de modernisation de Mbacké Bari qui accueille chaque 10 août des milliers de disciples pour la célébration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Mbacké Bari, point de départ pour l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba, c'était le 10 août 1895. Parlons à présent du deuxième khalife de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimoul Rassoul, Serigne Fallou Mbacké, sans doute le plus célèbre des fils de Serigne Touba. Il est à l'origine de la modernisation de la ville sainte. Il était crédité du don de voir se réaliser toutes les prières qu'il formulait. Aïssatou François Seck nous dresse le portrait de cet érudit hors pair. Il voit le jour le 27 juin 1888 à Darussalam. Il a été le deuxième khalife de Serigne Touba. Cheikh Mohamedou Fadel Mbacké ou Serigne Fallou est un illustre fils de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké et de Sokhna Awa Bousso.
Comme tous les fils de Serigne Touba, Serigne Fallou a maîtrisé les sciences islamiques dans la prestigieuse école coranique de Serigne Dame Abdourahmane Lo à Darou Alimoul Kabir. Il apprend la théologie auprès de Serigne Mamor Diarra Mbacké Borom Sam avant de rejoindre l'école de Mame Thierno Ibra Fati Mbacké. Tout ce parcours a fait de lui un érudit hors pair. Sa relation avec Serigne Touba était celle d'un fervent talibé à son maître. Son espoir en lui pour obtenir l'agrément de Dieu transparaît dans cette phrase. Je te vends mon rang de fils pour acquérir la gloire d'être ton talibé. Serigne Fallou a fondé plusieurs villages, de Ndindi en 1913 à Touba Bogo en 1962, en passant par Mérina Bobo, Khayan, Touba Mérina en 1948, entre autres. Pendant son califat qui aura duré 23 ans, de 1945 à 1968, Serigne Fallou s'est attelé à faire de Touba une ville moderne, électrifiée avec des forages et des routes bitumées et surtout la construction du célèbre marché Ocass. Grâce à Serigne Fallou, Touba est devenu un point de convergence. C'est lui qui a institué le Magal de Touba tous les 18 Safar. Symbole de générosité, de simplicité et de spiritualité, Serigne Fallou poursuit les travaux de la grande mosquée de Touba, dont l'emblématique minaret porte le nom de Mame Cheikh Ibra Fall. Il dirige la prière inaugurale le 7 juin 1963. Il quitte ce bas monde pour l'éternité le 6 août 1968 à Touba. Aujourd'hui, Serigne Fallou continue de marquer les esprits et de guider les jeunes générations. Son mausolée, qui ne désemplit pas, constitue une des plus grandes attractions du Magal, des talibés ayant la conviction qu'il suffit d'invoquer son nom 7 fois pour voir leurs vœux se réaliser, ce qui lui a valu le titre de Borom Naam Mouam. Serigne Fallou laisse à la postérité le Kassou Rajab qui commémore l'anniversaire de sa naissance. Serigne Fallou Mbacké, affectueusement appelé Baye Galas. Et voilà pour la page consacrée au Grand Magal de Touba. D'autres reportages à suivre dans nos prochaines éditions. En cette période de vacances, les daras ou écoles coraniques ne désemplissent pas. Au quartier Medina Fall, à Thiès, se trouve un dara pris en charge par les parents d'élèves qui se sont constitués en association. Un bel exemple de gestion et surtout d'implication. Dara et vacances, c'est un reportage signé Ramatadem. Ils sont près de 200 enfants. Ils viennent dans cette école coranique le temps des vacances. Quand c'est les vacances, ils courent tous s'inscrire dans les daras, car l'apprentissage du Coran est une recommandation. Apprendre sa religion est utile pour tout musulman. Pour lui, 3 mois de vacances sont insuffisants pour mémoriser le livre saint. Si tu résides dans le quartier, je ne te conseille pas de venir que durant les vacances. Car en 3 mois, tu ne peux pas apprendre l'alphabet et mémoriser le Coran. Car on souhaite que l'enfant sache lire et réciter. Certes, certains enfants peuvent en 1 ou 2 mois apprendre l'alphabet. C'est des exceptions. C'est pour cela que je recommande aux enfants de venir au Dara durant l'année scolaire, les samedis, dimanches et autres après-midi libres. Une méthode qui porte ses fruits. Je suis dans ce Dara depuis 2017, mais j'avais déjà fréquenté d'autres écoles coraniques. Je ne pouvais pas lire le Coran, mais ici, avec les méthodes d'apprentissage, je me suis bien améliorée. Dans ce quartier de Thiès, ce Dara est un exemple. Enseigner et éduquer, telle est la mission du Dara. Et ici, on voit que les traditions sont respectées. Mais ça n'empêche pas de moderniser le cadre. Une vraie fierté. D'ailleurs, les parents se sont constitués en association.
On était venus à la Tamkharit pour une séance de prière. Il faisait tellement chaud qu'on a compris que nos enfants n'étaient pas dans les meilleures conditions. Nous, parents d'élèves, nous nous sommes mobilisés et avons acheté des ventilateurs et par la suite créé l'association. En même temps, nous avons créé l'association des parents d'élèves parce que nous n'avons pas. Et pour être plus efficace, les parents ont institué un système de gestion. On y paiement mensuel. En plus du paiement mensuel, nous avons également des cotisations. Vous pouvez donner 500 francs et plus. Le bilan des cotisations et dépenses est fait dans notre groupe WhatsApp. Nous voulons maintenant acheter des moquettes pour le Dara. Le passage à l'école coranique est incontournable à Médina Fall. Connaître sa religion est plus qu'une obligation pour tous ses parents, pour tous ses enfants. Vous l'avez certainement remarqué, même en période d'hivernage, le marché est bien approvisionné en légumes, et ce grâce à la maîtrise des techniques culturelles. Un tour dans certains marchés de la commune de Tambacounda a permis de faire le constat. Les commerçants déplorent cependant l'absence de chambres froides pour la conservation des légumes. Tchorodia. Il vient chaque quinzaine du mois s'approvisionner en légumes au marché Corona de Tambacounda. Le vieux Daoudem, migrant de retour, réside dans le département de Goudiri. Il est obligé de faire la navette 2 fois dans le mois pour avoir des légumes frais et moins chers. Avant, j'ai acheté quelques kilos de pommes, 500 francs, maintenant j'ai 600 à 800. Kilo Nyambi, 500. Ça aussi 500. Tout maintenant c'est cher. Tout dépend, ça dépend des périodes. Oui. Actuellement, ça fait partie des périodes où ça coûte cher. Oui, c'est maintenant plus cher. Oui. Vers le mois de décembre, bon, c'est moyen. Parce qu'on cultive là-bas, et c'est moyen. Maintenant, tout c'est cher. Tout, même le oignon maintenant c'est cher. Avec 1015 000, chaque fois 25 000, sans départ. En période d'hivernage, les marchés étaient inondés de légumes importés, avec une hausse des prix considérable. Cette situation s'est beaucoup améliorée grâce à l'ingéniosité des producteurs de légumes. ndax lii daawuñu ko bay ñun Sénégal ay jamono carotte bii nii waaye léegi mën nañ koo bay ba nawet jeex bu njëkk carotte bi ndaa bay bu cooroon di si duggee rek tàngaay dugal day dootu amati ba xasee. Auparavant, le Sénégal ne produisait pas de carottes, on l'importait de l'extérieur. Mais maintenant, la donne a changé. On en produit en hivernage et en contre-saison. Ça ne manque plus sur le marché. loolu moom mënatu ko manqué maanaam du yomb na daa yombee noor waaye du manqué. Malgré le démarrage de la saison des pluies, les différents légumes sont bien présents sur l'ensemble des états. Actuellement, je ne sais pas si vous avez un kilo. Kilo, 600, 500. Canne-salade, 2000. Tout le prix varie entre 600 et 500 francs. Poivron, le kilo est à 2000, 2500. Patates, on peut dire que le sac coûte 25 000, on est obligé de vendre le kilo à 1000 francs. La tomate, le kilogramme coûte 1000 francs. Carottes, le kilo coûte 700 francs. Les navets coûtent encore plus cher. Le kilo est à 800. Pour les aubergines, le kilo est à 800 francs également, comme les navets. Kilo, nous avons 700. Navet 800. Navet, nous avons 700. Jakatou, nous avons 800. Le vieux Issa Diallo, spécialisé dans la vente et la distribution de féculents au marché Corona de Tambacounda, il s'active dans ce domaine depuis 1995. Le commerçant déplore l'absence de magasins de stockage. Pour Taubi quoi? Taubi barrette bagage bidéyak. Mais barrette tout direct montagne. En hivernage, on a souvent des problèmes. Nos légumes ne tiennent pas longtemps avec la pluie. Actuellement, le kilogramme d'aubergine varie entre 500 et 600 francs CFA. Le sac coûte 25 000 francs CFA, mais d'ici octobre, voire septembre, le prix peut chuter. Les légumes demandent une bonne conservation. Moi, par exemple, quand je termine le soir, le restant, je le mets dans le frigo avant de rentrer à la maison. Les jardins maraîchers de Tambacounda ne pouvant pas approvisionner l'ensemble des marchés en légumes, pour acheter la marchandise, les commerçants de Tambacounda sont obligés d'effectuer le déplacement vers Noto et Mboro. Mais donc, comment c'est?
jamono ji xawoon naa tane boobu su ma fayewaat 350 000 damay ñëw Tamba. Auparavant, avec 350 000 francs CFA, on pouvait avoir un véhicule de location pour transporter notre marchandise de Dakar jusqu'à Tambacounda. Mais aujourd'hui, si tu ne payes pas 600 000, tu ne peux pas avoir un véhicule de location pour transporter ta marchandise. Même si les techniques culturelles se sont beaucoup améliorées en période d'hivernage, les clients déplorent cette légère hausse des prix. Du côté des commerçants, le cru du cœur reste l'absence de magasins de stockage et de camions de distribution des légumes dans les différents marchés de la région. Et justement, un des légumes qui se vend bien au marché, le gombo, il se cultive en abondance dans le département de Podor où des centaines d'hectares sont emblavés. À Taredji comme à Ndioum, des jeunes s'activent dans la culture du gombo destiné au marché local et à l'étranger. Abdouad. Depuis quelques années, la culture du gombo attire de plus en plus de jeunes et de femmes dans le département de Podor. D'une centaine d'hectares en 2010, les superficies emblavées sont passées à 700 en 2023. Ici, à Taredji, Beyla exploite près de 4 hectares. Le projet s'étend sur plus de 10 hectares. Les 3 hectares 70 sont réservés à la culture du gombo. On cultive également du piment et du riz. Pour cette campagne, il juge sa production satisfaisante. Cultiver du gombo n'est pas si fatigant. À la première récolte, on peut déjà récupérer l'argent investi. Le gombo est très rentable. Malgré sa belle production, Beyla veut plus de moyens pour améliorer ses rendements. Nous n'avons pas les moyens d'exploiter toute la superficie disponible. Nous devons mobiliser des moyens financiers et matériels pour aller en campagne. Il faut curer les canaux d'irrigation et on a besoin de tracteurs, entre autres. On voudrait démarrer la campagne très tôt, mais les moyens ne sont pas disponibles. Le prix du gombo varie en fonction des saisons. Actuellement, Beyla vend sa production à 500 francs le kilogramme. Parfois, il faut reconnaître que le kilogramme peut descendre jusqu'à 200 ou bien même 150 francs. Au mois de décembre, on a vendu le kilo à 50 francs. À un moment donné, le marché était devenu saturé. Moussa fait partie de ces clients. Il revend le gombo au marché Thiaroye et Castor. Actuellement, le kilo est à 700 francs à Thiaroye et 650 au marché Castor. Il varie en fonction de la disponibilité du produit. Et actuellement, le prix est en baisse. Le gombo se vend bien au Sénégal, mais également à l'étranger. Amadou Bassoum exporte sa production. Rentré des États-Unis en 2013, il cultive le gombo dans ce périmètre du groupement féminin de Ndioumwalo. Parce que grâce aux femmes de Ndioumwalo, je suis là aujourd'hui, parce que ce périmètre appartient aux femmes de Ndioumwalo. Comme vous l'avez vu, il y a 14 hectares ici. L'hivernage passé, j'avais exploité tous les 14 hectares, j'avais fait du gombo, parce que j'ai une forte demande en Europe. J'exporte le gombo en Europe, donc j'avais fait les 14 hectares. J'avais eu quelques difficultés de main-d'œuvre, ce qui a fait cette année, j'ai diminué un peu, j'ai fait 10 hectares. Les producteurs de la zone font face à d'énormes pertes post-récolte. Avec l'appui de l'USAID Naforé, Amadou s'est doté de cette chambre froide d'une valeur de 12 millions de francs CFA. L'année dernière, nous avons eu énormément de difficultés sur la conservation du gombo. Ayant un seul camion qui fait la navette Dakar-Fouta, nous savons la distance qui fait 6 heures de temps. Donc la récolte n'attend pas. Le gombo, on récolte tous les jours, par exemple. Et si le camion tarde à venir, le gombo qu'on a récolté arrive à souffrir un peu. Mais avec cette chambre froide, nous aurons la possibilité de bien conserver le gombo. Et le gombo va arriver chez les clients intact, qui va répondre aux normes internationales. Le gombo peut se cultiver toute l'année. Il est d'autant plus rentable qu'à maturité, les récoltes se font tous les 3 jours, sur une période de 2 mois. Et nous reparlons du premier satellite sénégalais, la fusée Falcon 9 de SpaceX, dans sa mission Transporteur 11, a décollé ce 16 août 2024 des États-Unis, emportant avec elle 116 petits satellites à mettre en orbite, dont le premier satellite sénégalais, Gaindé Sat 1A. Il s'agit donc pas